Bonjour à tous, ça y est, je viens de finir la transcription de l'ouvrage L'occultisme et la franc-maçonnerie écossaise de René Le Forestier. Donc c'est un titre qui ressemble un petit peu à la maçonnerie templière occultiste, sauf que là c'est l'occultisme et la franc-maçonnerie écossaise. Donc rite écossais, ancien et accepté, etc. Une transcription donc d'après l'édition de 1928. Donc j'ai fait une réédition à usage privé dans un cercle restreint. Si vous souhaitez accéder au PDF ou à une version papier, je vous mets le lien dans la description. Donc c'est un ouvrage très rare. Dernière réédition datée de 1987. Elle est épuisée depuis donc 38 ans. J'espère donc que vous apprécierez la teneur de cet ouvrage. Avertissement de l'auteur. Occultisme est un de ces termes mystérieux et vagues qu'on ne peut mettre en tête d'un ouvrage sans prendre quelques précautions. Il pourrait éveiller chez certains lecteurs des espoirs démesurés et inspirer à d'autres une invincible méfiance. Il faut donc tout d'abord prendre nettement position à son égard. Le présent essai s'abstient de tout dogmatisme, mystique ou rationaliste. Il se refuse à décider si la doctrine dont il s'occupe est un trésor de connaissances transcendantes ou au contraire un piège grossier tendu à la crédulité niaise. Il la considère uniquement comme un phénomène psychologique du plus haut intérêt. L'occultisme, pris en soi, est l'expression de deux tendances permanentes de l'esprit humain. Désir de pénétrer au-delà de la réalité sensible et besoin de dominer les forces qui nous entourent et dont dépendent notre bonheur matériel et moral. Soif de connaissance intégrale, volonté de puissance surnaturelle, telles sont les sources profondes d'où jaillit l'occultisme, quelles que soient les formes qu'il revêt. Théosophie, théurgie, magie antidémoniaque, astrologie ou alchimie. Satisfaction est donnée au premier de ces besoins par le système philosophique sur lequel s'appuie l'occultisme. Le spiritualisme pneumatologique qu'il professe, du moins dès l'époque où commence la période historique, enseigne que les manifestations, périodiques ou aberrantes, de la vie universelle, les éléments, les corps célestes, les événements, heureux ou néfastes, dont est composée la trame de toute existence collective ou individuelle, en un mot, tout ce qui frappe nos sens ou affecte notre sensibilité, est produit, suscité, mu par des êtres invisibles, doués d'intelligence et de volonté. Ainsi, les formations de la matière et les phénomènes naturels ne sont qu'un voile plus ou moins épais cachant la réalité substantielle et les causes spécifiques qui sont l'existence et l'action des esprits. Celui donc qui connaît la hiérarchie des classes entre lesquelles sont réparties ces entités surnaturelles, la nature et l'étendue de leurs fonctions, sait le pourquoi des choses et pénètre par la pensée dans le monde intelligible, matrice et moteur du monde phénoménal. Quant à la domination que l'homme prétend exercer sur la nature, si elle est limitée par la fatalité astrale à laquelle sont soumis la Terre et les êtres qui l'habitent, elle peut être pourtant réalisée dans certains cas déterminés par l'empire que la volonté humaine est capable de prendre sur les esprits à l'aide de formules et de pratiques appropriées. Mais, et c'est là le trait, sinon le plus caractéristique du moins le plus saillant de sa doctrine, l'occultisme ne veut pas mettre ses facultés extraordinaires à la disposition de la foule, parce qu'à son avis, elle n'est pas à même de comprendre la nature et la portée des vrais principes, parce que le pouvoir de commander aux esprits n'est pas donné indistinctement à tous, et surtout parce que les hommes pervers pourraient abuser de la puissance que confère l'initiation aux sciences secrètes. Par suite de sa conception aristocratique du savoir du pouvoir humain, il ne confie donc en principe ses secrets théoriques et pratiques qu'à des initiés dont il a mis à l'épreuve les dispositions intellectuelles, les dons innés et la valeur morale. Combattu et chassé de la plupart de ses positions par l'avènement des religions positives, le développement de l'esprit critique et les progrès des sciences naturelles, l'occultisme n'a cédé le terrain que pied à pied et ne s'est jamais avoué vaincu. Il a toujours maintenu la croyance à une discipla arcani, inconnue du vulgaire, il s'est donné carrière dans les mystères antiques, la théologie lui a emprunté la valeur mystique des sacrements et des cérémonies rituelles, les systèmes philosophiques ont subi son influence, il a guidé les premiers pas de la chimie. Parfois même, il a pu prononcer d'heureuses contre-offensives quand l'effondrement de croyances religieuses traditionnelles laissait sans aliment l'imagination et la sensibilité des fidèles, ou lorsque le rationalisme et le matérialisme triomphant sans mesure prétendaient expliquer le monde sensible par lui-même et proscrivaient présomptueusement toute métaphysique.
L'histoire d'une doctrine qui, née des aspirations les plus impérieuses de l'esprit humain, a montré une vitalité singulière et joué un rôle important à toutes les époques d'intense fermentation intellectuelle et morale, méritait donc d'être esquissée dans ses grandes lignes. Mais si cette étude a pu, pour simplifier la tâche, ne s'occuper que des théories et de pratiques, en laissant dans l'ombre l'organisation et la destinée des innombrables sectes mystiques et sociétés secrètes qui ont au cours des âges conservé et développé la tradition occultiste, une méthode diamétralement contraire s'imposait dès que l'on abordait le XVIIIe siècle. À cette époque, en effet, l'occultisme se voit contraint par le courant intellectuel dominant alors de dissimuler non seulement ses doctrines, ainsi qu'il l'avait toujours fait, mais jusqu'à son existence même, et il se réfugie au sein d'une association fermée, la maçonnerie écossaise, avec laquelle il cherche à se confondre. Il était beaucoup plus intéressant d'exposer pourquoi et comment cette fusion apparente a pu s'opérer et subsister jusqu'à la Révolution, que de s'attarder sur des concepts qui, depuis 3 siècles, s'étaient cristallisés en un système immuable. Seulement, pour résoudre la question, il fallait mettre en lumière l'origine et les caractères spécifiques du rite écossais, sujet exigeant d'assez long développement. L'histoire des origines de la société secrète, connue sous le nom de franc-maçonnerie, n'est sortie de la période légendaire que dans le dernier tiers du XIXe siècle. Les études objectives et documentées de véritables historiens comme Hugan, Gould, Schiffman, Begman, pour ne citer que les principaux, ont dissipé en grande partie les brumes amassées à la fois par l'imagination intempérante d'apologistes dépourvus de sens critique ou d'impudents faussaires et par les déductions arbitraires d'adversaires qu'aveuglait la passion. Il est superflu désormais de chercher le berceau de l'association dans l'Orient ancien, en Égypte, en Grèce ou dans la Rome antique, car il se trouve tout prosaïquement en Angleterre. La date de sa naissance ne se perd plus dans la nuit des temps, puisqu'elle a été fixée avec une précision suffisante au début du XVIIIe siècle. Enfin, les hypothèses, souvent présentées comme des certitudes, qui faisaient de l'ordre des francs-maçons l'héritier et le successeur des pythagoriciens, esséniens, initiés des mystères, manichéens, albigeois, voire templiers, n'ont pu résister à un examen sérieux. Je vais faire une première petite parenthèse ici. Observez comme, en 1928, un historien neutre, comme l'était Le Forestier, bien que spécialisé dans l'Allemagne, plutôt que de traiter toute personne qui a un discours un petit peu différent de complotiste, il disait élégamment « Évitons les apologistes dépourvus de sens critique ou les déductions arbitraires d'adversaires qu'aveuglait la passion. » Voilà. On avait quand même plus de nuances, clairement, à cette époque, et on n'avait pas peur, surtout, d'avoir une pluralité des points de vue. Voilà, fin de la parenthèse. Vue en plein jour et dépouillée de ses ornements d'emprunt, la maçonnerie a cessé d'être la figure mythique, ange de lumière ou génie du mal, qu'avaient pendant près de 2 siècles vénéré ou maudite les âmes naïves. Pourtant, si les résultats obtenus par l'emploi de méthodes rationnelles, examen critique des textes, comparaison et classification des témoignages par ordre de valeur, discrimination établie entre les faits certains, probables ou controuvés, paraissent décisifs, ils sont malheureusement incomplets. Quelques points importants restent encore obscurs. Par exemple, la signification exacte du rituel de réception et de la légende du grade de maître, le rôle, fabuleux ou réel, joué par les Rose-Croix dans l'organisation et le développement de la société maçonnique. Enfin, l'origine du rite écossais. Ces diverses questions ne font pas seulement l'objet d'une vaine curiosité, car de la réponse qu'on est amené à leur donner dépend la solution d'un problème d'une portée générale. Si l'on considère en effet, et à juste titre semble-t-il, la franc-maçonnerie comme un phénomène social intéressant l'histoire des mœurs au XVIIIe siècle dans l'Europe civilisée, on ne peut s'empêcher d'être frappé par les 2 caractéristiques contradictoires qu'elle présente à partir de 1750 environ. Association d'esprits rationalistes jusqu'alors, et qui professait surtout un humanitarisme pratique, elle a été depuis cette époque, et jusqu'à la fin du siècle, tout en continuant à se réclamer des mêmes principes, une serre chaude du mysticisme le plus exubérant, et ces loges, où des grades nouveaux et supérieurs appelés hauts grades, se superposèrent aux 3 grades primitifs, dits symboliques, devinrent les points de concentration et les centres de recrutement des occultistes de tout genre. Or, on est conduit à voir dans cette évolution l'effet de cause fort différente suivant qu'on attribue la rédaction du grade de maître et l'organisation de la maçonnerie écossaise à une influence mystique dont les Rose-Croix auraient été les agents,
ou selon que, au contraire, on tient simplement le grade de maître pour une création indépendante de toute visée ésotérique, ayant pour auteur des maçons érudits à la recherche d'un cérémonial imposant, et la naissance du rite écossais pour la résultante de passions, de travers et de tendances qui sont inhérents à la nature humaine, mais dont l'action était particulièrement favorisée par l'état social et par le mouvement des idées propres à cette époque. Si l'on adopte la première version, on est obligé d'admettre que l'aspect sous lequel se présente la maçonnerie pendant la première moitié du XVIIIe siècle n'est qu'un trompe-l'œil, ou du moins qu'il ne manifeste que pour une très faible part le but poursuivi par les metteurs en scène dont les intentions dernières, indiquées déjà discrètement par le grade de maître, se révèlent pleinement dans les hauts grades, de sorte que la maçonnerie, société humanitaire en apparence, a été en réalité, et dès sa fondation, une association d'occultistes. Si l'on se décide pour la seconde interprétation, on est amené à considérer la maçonnerie écossaise comme une déviation de la maçonnerie symbolique, comme une création nouvelle qui a été ajoutée tant bien que mal, et plutôt mal que bien, sur l'organisation première, et à distinguer deux périodes distinctes dans l'histoire de la société secrète. La première thèse est séduisante, elle donne en apparence la clé du grade de maître, et met dans l'histoire de la maçonnerie l'unité et la conséquence que nous sommes toujours portés à chercher, ou à supposer, sous la multiplicité et le côté disparate des phénomènes, mais en postulant l'action de mystérieux protagonistes dont l'activité ou même l'existence n'ont jamais été établies d'une façon certaine, elle fait revivre la période mythique pendant laquelle la maçonnerie passait pour l'héritière des antiques sociétés secrètes. Elle doit être rangée parmi les légendes définitivement condamnées. La thèse évolutionniste relègue dans le domaine des fables les Rose-Croix du XVIIe siècle, laisse de côté l'énigme du grade de maître, insoluble en l'état actuel de nos connaissances, et explique le développement que prit en France la maçonnerie par l'influence qu'elle exerçait sur une institution d'origine étrangère, le milieu nouveau où elle se trouvait placée. Certaines des causes psychologiques qui ont amené la création du rite écossais étaient d'ordre peu relevé. Désir de mettre à peu de frais dans la monotonie des existences bourgeoises de l'imprévu et du romanesque, goût pour des fictions dont le bénéficiaire était complaisamment dupe, parce qu'elle secouait ses nerfs et flattait sa vanité, mais l'une d'entre elles, et non la moins active, c'est-à-dire le penchant que montraient beaucoup de frères pour les sciences secrètes, eut des conséquences importantes. L'occultisme, traqué par le rationalisme et cherchant un asile, mit à profit cette conjoncture favorable. Les hauts grades lui servirent de masque, et il n'est pas de secte occultiste qui n'ait à cette époque adopté les formes et les emblèmes maçonniques et recruté des adeptes parmi les frères. La maçonnerie écossaise ne fut pas, quoi qu'elle en ait dit et comme on l'a souvent cru, l'héritière directe et légitime des anciennes associations secrètes et mystiques, mais il est incontestable que ces différents degrés ont été le parvis qu'il fallait obligatoirement traverser pour parvenir au sanctuaire où brûlait encore la flamme, un peu vacillante mais toujours vivace, de l'occultisme. Première partie, la tradition occultiste. Chapitre 1er, caractère spécifique et origine historique de la magie. La magie proprement dite, science mère de l'occultisme, repose sur un postulat immuable, le pouvoir attribué à la volonté humaine de provoquer ou de contrarier la manifestation des phénomènes naturels en agissant par des moyens appropriés sur les causes qui les produisent. Mais de la nature même de ces causes, la magie a eu, successivement à ce qu'il semble, deux conceptions très différentes, de sorte que les procédés variant avec les principes, on peut distinguer deux genres de magie théorique et pratique. La forme qui semble la plus ancienne est la magie dynamiste ou animique. Elle a pour base une antique conception qui attribue tous les phénomènes célestes et terrestres, pluie, orage, végétation, fécondation et reproduction des organes vivants, à l'action d'une force particulière à chacun d'eux, d'une âme, matérielle mais invisible, qui les meut et leur permet de se manifester. Ces forces impersonnelles, douées d'une énergie propre, ont pu être considérées, quand l'esprit humain s'est élevé jusqu'aux généralisations systématiques, comme les hypostases d'une force vitale universelle, différenciée en âme des arbres, du blé, des troupeaux, de l'orage, mais ces différents modes ont longtemps conservé un caractère spécifique assez marqué pour que le magicien se crût obligé de s'adresser directement à la force déterminée sur laquelle il voulait agir. Pourtant, que ces forces fussent conçues comme indépendantes les unes des autres ou comme découlant d'une même source, les procédés que le primitif employait pour s'en rendre maître reposaient sur un même principe, le pouvoir que sa propre force vitale donne à l'homme, soit d'extraire et de condenser les forces naturelles, soit de les mettre en mouvement par sympathie.
Quand le primitif, avant de consommer le blé moissonné, en brûle une partie, il est convaincu qu'il a condensé dans les prémices l'âme du blé éparse dans les grains récoltés, qu'il la remet en circulation, et que dorénavant, il peut se nourrir du blé restant sans diminuer la force vitale qui fera mûrir la moisson suivante. De même, il sacrifie le premier-né d'une femelle et répand son sang, véhicule de la force vitale, afin de rendre une fois pour toutes à ses troupeaux de vaches ou de brebis la force reproductrice qu'il aurait anéantie en consommant leurs premiers produits. En vertu du même concept, le médecin sorcier fait passer dans un lambeau d'étoffe, mis en contact avec le corps du malade, l'âme de la maladie, et il en débarrasse le patient en brûlant l'étoffe ou en la suspendant à un arbre. D'autre part, la volonté humaine peut aider les forces vitales à produire leur plein effet en provoquant leur déclenchement par une image réduite des phénomènes qu'elles doivent susciter. Par exemple, l'homme fera tomber la pluie sur les champs altérés ou favorisera la parturition par laquelle la terre lui procure les fruits nourriciers, en versant de l'eau sur le sol, en éventrant au printemps une vache pleine, actes qui ne sont pas seulement symboliques comme on les appelle d'ordinaire, mais dynamiques, car ils ont une vertu active, une influence déterminante. S'il était permis d'illustrer ces conceptions primitives au moyen d'images empruntées à la science moderne, on serait tenté de dire que le mage des premiers âges de l'humanité procède comme le chimiste qui extrait le carbone de corps différents, comme le physicien qui provoque la congélation d'une masse d'eau froide en y jetant un morceau de glace, ou comme l'artificier qui fait exploser une masse de poudre par la détonation d'une capsule de fulminate. Mais en tout cas, l'idée sur laquelle reposent toutes les pratiques de la magie dynamiste est celle de l'identité essentielle de la partie et du tout, de l'interdépendance des phénomènes de même ordre, quelle que soit leur amplitude. Cette idée, et la croyance au pouvoir de la volonté humaine sur les forces naturelles, sont les deux pôles sur lesquels tourne toute la magie dynamiste et toutes les différentes espèces de la magie. Que la magie dynamiste ait été la première forme sous laquelle l'homme a conçu ses rapports avec le monde extérieur ou transcendant, c'est là une théorie assez vraisemblable, mais qui ne pourra jamais être qu'une hypothèse. Ce qui est sûr en tout état de cause, c'est que ce genre de magie a laissé des traces indélébiles dans toutes les religions positives connues. Il est par exemple manifeste que les mystères antiques, qui sont à l'époque historique des rites assurant à l'initié une immortalité heureuse et individuelle par son union magique avec un dieu mis à mort et ressuscité, ont été primitivement des rites saisonniers de fécondité qui avaient pour but d'aider la végétation à triompher de l'action destructive de l'hiver. La magie dynamiste est à la base de tous les cultes agraires et on en trouve le souvenir vivace dans toutes les cérémonies religieuses anciennes et modernes et dans les pratiques superstitieuses de tous les peuples civilisés ou sauvages. Les rites de pluie et les rites de fécondation notamment sont universels et le pouvoir de faire tomber du ciel l'eau vivifiante que s'attribuent encore aujourd'hui les sorciers australiens était, à en croire la Bible, la propriété des prophètes et d'après les poèmes védiques, le privilège des brahmanes. La seconde espèce de magie, qui est proprement la magie théurgique, a pour base la croyance en l'existence d'êtres transcendants, doués d'intelligence et de volonté, d'esprits bons ou mauvais, préposés aux forces naturelles, et dont dépendent tout bonheur et toute douleur pour l'homme. Par cette projection de la personnalité humaine dans le monde intelligible, le principe d'analogie, qui établissait déjà un rapport nécessaire entre les caractères apparents et l'essence des choses, reçoit un nouveau développement. Il établit un lien étroit entre le plan visible et le plan invisible. Le monde des esprits et le monde des hommes sont deux modes différents en apparence, mais essentiellement identiques de l'existence de l'univers. Il y a entre eux une union intime, une parfaite correspondance qui leur permet d'agir et de réagir l'un sur l'autre. Le magicien peut donc toujours influer sur le cours des phénomènes naturels, mais sa tâche devient plus compliquée. Il ne s'agit plus pour lui d'exercer une action mécanique et d'une efficacité assurée en condensant les fluides anémiques ou bien en provoquant par une vibration initiale de vastes ondulations se propageant dans l'espace et le temps. Il se trouve en présence d'êtres accessibles, il est vrai, comme l'homme à la crainte et à la pitié, mais dont la volonté reste en définitive toujours libre, comme celle de l'homme lui-même. En outre, le magicien, au moment où naît la croyance aux esprits, se rend mieux compte, par suite du développement de ses facultés intellectuelles, de la disproportion existant entre les forces de l'homme et la puissance des agents dont dépendent son bien-être et sa vie lui-même. Pour se concilier leur bienveillance ou prévenir les suites de leur hostilité, le magicien aura donc recours aux procédés que l'homme emploie dans les relations sociales afin de gagner la faveur des chefs, paroles, attitudes, offrandes, témoignages de respect, d'amour ou de soumission.
Génuflexion, prosternation, prière, sacrifice et holocauste, cérémonies propiatoires et expiatoires, tels devraient donc être logiquement les procédés usités dans le culte rendu aux esprits, et on les y trouve en effet. Je fais une petite parenthèse. Merci de noter qu'il y a le terme holocauste, alors qui est un terme anciennement usité, qui ne désigne pas forcément des choses à l'échelle de ce qu'on a connu il y a 80 ans, on va dire. Mais je trouve ça intéressant de savoir que si jamais il y avait des gens sur Terre qui avaient souhaité un rituel à grandeur nature et surtout à la taille de l'humanité, hein, dans le cadre d'une guerre mondiale par exemple, cet holocauste comme procédé usité dans un culte rendu aux esprits ou à d'autres cultes, comme je sais pas, le mitraïsme ou d'autres choses, je trouve ça intéressant, voire troublant quand on y réfléchit. Fin de la parenthèse, pardon. Mais quand une conception s'est une fois formée dans l'esprit humain, elle n'en disparaît jamais plus complètement, quelle que soit l'évolution des idées. D'ailleurs, le principe fondamental de toute magie est l'action de la volonté humaine sur le monde extérieur. Ainsi, toutes les sortes de magie théurgique connues usent plus ou moins des procédés de contrainte, de sorte que le magicien implore et commande à la fois. Certains des moyens auxquels il a recours pour obliger les esprits à lui obéir sont un souvenir des idées et des coutumes familières à la magie dynamiste. Le cercle circonscrivant sur le sol l'espace dont il fait momentanément son domaine est une image réduite de l'univers. Les fumigations, les encensements, les lumières et les foyers rituels, les aspersions d'eau lustrale créent un milieu où ne peuvent pénétrer les esprits hostiles et qui attire presque invinciblement les esprits invoqués. Alors, petite parenthèse, j'imagine que les maçons reconnaîtront aussi symboliquement la nature d'une de leurs loges. Hein. Moi, dans les ouvrages que j'ai parcourus, le cercle circonscrivant sur le sol l'espace dont il fait momentanément son domaine est une image réduite de l'univers. C'est ça le principe d'une loge, hein, si je dis pas de bêtises. Je continue. Les gestes consacrés sont moins souvent des témoignages de respect que la manifestation d'une volonté qui ordonne. Un moyen de contrainte, plus raffiné et témoignant d'un plus grand développement intellectuel, découle des principes mêmes de la magie dynamiste. Par application du postulat que le signe est partie intégrante de la chose signifiée, le nom de l'esprit que le magicien veut invoquer ou bannir, prend une importance capitale, car le nom, c'est la personne elle-même. Prononcer le nom d'un esprit, c'est l'atteindre où qu'il se trouve, et d'autant plus sûrement d'ailleurs si on se tourne vers la région où il demeure. Je vais faire une petite parenthèse ici. Dans des ouvrages de Magic, il est très très souvent dit qu'en plus d'un sigil, il faut prononcer le nom d'une entité, ce qui s'avère extrêmement puissant. Et je vais juste faire un petit aparté sur des personnalités comme Bob Dylan, Johnny Hallyday, bien d'autres. Alors on pourrait dire, oui, non, mais ils utilisent des pseudos comme certains auteurs... Oui, bien sûr, mais sur le plan occulte, qu'est-ce qui les fait réussir autant? Et surtout quand on écoute Bob Dylan dans une interview qui dit ce qui me fait tenir sur la durée, c'est le pacte que j'ai fait il y a longtemps. Et Bob Dylan, qui s'appelait Robert Zimmerman, il a quitté le foyer familial vers 16-17 ans, il s'est choisi un nouveau nom, mais dans quelle mesure il s'est choisi un nom au hasard, ou est-ce qu'il a créé une entité, ou est-ce qu'il a fait appel à quelqu'un, ou une entité qui était existante pour ces cercles de magie où il pratiquait, parce qu'il dit dans une interview aussi, dans la même interview, c'est une sorte de magie pénétrante, profonde. Et donc tous ces gens qui ont des pseudos et dont on sait qu'ils ont plus ou moins... pactiser, peu importe l'énergie avec laquelle ils ont pactisé, c'est pas forcément aussi cliché que toujours le diable, mais je veux dire, il y a quelque chose qui fait réussir leur double occulte, qui les fait réussir dans cette vie-là. Et il se trouve qu'ils ont toujours des pseudonymes. Donc je trouve ça intéressant, hein. Car le nom, c'est la personne elle-même. Prononcer le nom d'un esprit, c'est l'atteindre où qu'il se trouve. Voilà. Fin de la parenthèse. L'obliger à obéir à celui qui le cite. La prononciation exacte du nom véritable et personnel des esprits est donc l'élément essentiel de toute invocation. Elle peut aussi comporter pour plus d'efficacité soit la triple répétition de ce nom, soit l'énumération des surnoms qui personnifient les différents modes d'activité et de puissance de l'esprit invoqué. Mais le nom n'est qu'un des signes correspondant à un esprit déterminé.
Celui-ci est également identifié avec une figure géométrique, un caractère hiéroglyphe, ou chez les peuples employant les lettres comme signe de numération, avec un nombre équivalent à la somme de lettres composant le nom envisagé. Dessiner ce nombre, cette figure, ce hiéroglyphe, c'est agir sur l'esprit auquel on s'adresse avec la même force contraignante que si l'on prononçait son nom. Alors, je vais faire ici encore une parenthèse, ce symbole de la pyramide, qui est très très puissant, si on reste par exemple dans la logique des archétypes de Carl Jung, très puissant comme effet sur la masse, et qui est utilisé quand même, ça c'est pas être conspirationniste, qui est utilisé de façon visible dans nombre de clips vidéo, nombre de films, nombre de bandes dessinées, surtout les Marvel, voilà. Beaucoup de choses. Donc cette pyramide, c'est une sorte d'archétype qui a un sens. Et je répète, agir sur l'esprit auquel on s'adresse avec la même force contraignante que si on prononçait son nom. Le fait de dessiner ce nombre, cette figure, ce hiéroglyphe. Fin de la parenthèse. La forme peut-être primitive, en tout cas dominante, sous laquelle se manifestait la magie théurgique, fut la magie antidémoniaque, moyen de défense contre les esprits malfaisants qui rôdent autour de l'homme. Dans cette lutte perpétuelle, la magie ne se contente pas d'invoquer le secours des esprits propices, elle emploie contre les mauvais sorts les conjurations nominatives, dont l'effet est puissant mais passager, car l'action de la parole s'évanouit presque aussi vite que les sons qu'elle a fait naître, soit les phylactères, amulettes ou talismans, dont la vertu protectrice, moins efficace que celle du verbe, a l'avantage d'être plus durable. Composées de figures tutélaires, ces défenses sont tracées sur le seuil ou le linteau des portes pour en interdire l'accès aux esprits malfaisants. Dessinés sur le parchemin, gravés sur le métal ou sur la pierre, les phylactères protègent ceux qui les portent contre des maladies ou des périls nettement spécifiés. De même que la magie dynamiste n'avait pas complètement disparu quand était née la croyance aux esprits, de même la magie théurgique et antidémoniaque persista quand l'esprit humain, cessant d'attribuer aux esprits bons ou mauvais une existence indépendante et une activité autonome, considéra les bons esprits comme des émanations d'une cause première, créatrice de la vie et de l'harmonie universelle, et les esprits malfaisants comme les agents d'une puissance antagoniste, malveillante et destructrice, d'où parviennent le mal et la souffrance. Cette nouvelle conception du monde ne laisse en principe rien subsister des prétentions du magicien, puisque la volonté de l'homme doit renoncer à exercer la moindre contrainte sur la puissance souveraine du Dieu suprême, et qu'elle ne peut agir sur lui que par l'adoration, la supplication et l'offrande. La religion proprement dite se détache à ce moment-là de la magie. Alors, je vais juste revenir à ce passage-là, faire une petite parenthèse, encore. La religion proprement dite se détache à ce moment-là de la magie. Donc, pour l'auteur, Le Forestier, ça n'est pas du tout ambivalent d'accoler dans une même phrase religion et magie. Ça pourrait choquer beaucoup de, par exemple, catholiques pratiquants, mais ça, c'est ce qui concerne la religion exotérique. En termes d'ésotérisme, de religion ésotérique, c'est-à-dire sur un plan plus secret, réservé des initiés, il est clair que depuis l'existence du christianisme, quasiment, il y ait deux idéologies qui s'affrontent, la moins visible étant les gnostiques, les chrétiens gnostiques, qui ont leur propre vision du christianisme. Et on a souvent dit, par exemple, oui, Eliphas Lévi, qui s'appelait en réalité l'abbé Louis Constant, mais aussi l'abbé Julio et tant d'autres, ont été des membres du clergé et pratiquaient la magie. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en est resté ? Il en est resté, par exemple, pour l'abbé Julio, des neuvaines. Alors, les neuvaines, c'est quelque chose que connaissent les chrétiens. Ce sont des prières quotidiennes ou hebdomadaires, etc. Mais il est clair que pour des gens comme l'abbé Julio, c'était de la magie, de façon évidente. Les prières sont de la magie. Et beaucoup de gens qui s'en tiennent au dogme exotérique d'une religion ne peuvent pas accepter ça. Et pourtant, c'est la même chose. Et donc c'est pour ça que Le Forestier fait ce lien en disant « La religion proprement dite, à ce moment-là, se détache de la magie. » Fin de la parenthèse. Pourtant, donc, si la magie perd encore du terrain, elle ne se reconnaît pas définitivement vaincue. Non seulement elle survit dans maint détail des cérémonies rituelles que le culte religieux conserve, en leur donnant une signification purement symbolique, eau lustrale, flambeaux, paroles et formules de consécration, sacrifices sanglants,
Mais encore, elle trouve la justification de l'un de ses principes fondamentaux dans les doctrines anthropologiques de plusieurs systèmes religieux qui ont une conception très haute de la dignité et de la puissance de l'homme. Comme ils enseignent que bien que soumis par son corps aux influences du monde matériel et des mauvais esprits, l'homme porte en lui une parcelle de la substance divine, ce privilège lui confère, aux yeux de la magie, un droit de commandement sur les esprits, qui sont les intermédiaires entre lui et la cause première, et par suite lui donne le moyen de participer dans une certaine mesure à la toute-puissance et à l'omniscience divine, dont les bons esprits sont dépositaires. Grâce aux lumières et aux facultés surnaturelles que lui procure sa domination sur les esprits émanés, le magicien est capable d'interpréter les songes, de prédire l'avenir, de voir ce qui se passe en d'autres contrées, de s'élever dans les airs, de comprendre le langage des animaux, de donner le mouvement à des simulacres humains. Je vais répéter ce passage. De donner le mouvement à des simulacres humains. C'est un petit peu le golem. De transmuer les métaux, de guérir les maladies, de prolonger la vie et même de ressusciter les morts. En conséquence, la magie continue à exister en marge des religions positives dont elle subit d'ailleurs l'influence. Pour citer les esprits émanés, le magicien emploie un cérémonial immuable, invocation nominative, récitation de formules stéréotypées, mais les cérémonies qu'il pratique sont aussi des actes d'adoration envers la cause première, et non pas notre cause, petite parenthèse, petite blague, Cosa Nostra, dont le consentement est indispensable pour le succès de l'opération, du respect à l'égard de ses émissaires, que le magicien implore plutôt qu'il ne les objurgue. Il n'oublie pas d'autre part que les esprits malfaisants sont sans cesse aux aguets. Il sait que lorsque l'homme évoque les bons esprits, leurs adversaires sont toujours prêts à se présenter à leur place, à se faire passer pour eux et à duper l'évocateur par leur prestige. Il se fortifie contre eux avec les exorcismes et les figures angulaires et le cercle qu'il trace sur le sol et surtout un retranchement derrière lequel il s'abrite. Si nous passons de la magie théorique dont nous venons d'indiquer brièvement les principes à la magie pratique, nous constatons que celle-ci est à la fois un art, car elle exige de celui qui veut l'exercer avec succès des dons particuliers, et une science, parce qu'elle impose aux magiciens l'observation rigoureuse d'un rituel minutieux et compliqué. Si mal renseignés que nous soyons sur les coutumes des primitifs, il semble bien que les cérémonies magiques ont été très tôt, sinon dès l'origine, le monopole d'individus particulièrement qualifiés pour obtenir pleinement les résultats cherchés. Il est vraisemblable que le magicien a été d'abord un homme doué de la puissance de volonté, de la confiance en soi, qui impose à la foule, et que sa réputation a été établie par le succès apparent de ses opérations. Chute de pluie, guérison de maladies, chasse heureuse, moisson abondante. La magie étant alors condensation et localisation d'un fluide vital ou mise en mouvement d'une force naturelle, le magicien était l'homme dont la vigueur organico-mentale faisait le meilleur condensateur ou le moteur le plus puissant. Il y eut donc probablement dès les débuts de la magie des magiciens nés, comme il y eut plus tard des magnétiseurs nés. Mais l'expérience montra que ces dons naturels devaient être entretenus et développés par un régime approprié. L'homme qui se livre avec excès aux jouissances sexuelles, qui s'emplit sans retenue de nourriture et de boissons, et laisse les contacts impurs altérer sa santé, perd de son énergie vitale. Le magicien dut donc rester chaste avant de tenter une opération et observer une sévère hygiène, surtout alimentaire, comme l'athlète, qui veut rester en forme ou qui s'entraîne en vue d'un concours, cherche par les mêmes moyens à conserver et à développer la force musculaire qu'il tient de la nature. Lorsque le développement intellectuel amena la naissance des idées morales, en même temps que la croyance à l'existence d'un Dieu suprême, le magicien continua, mais pour d'autres motifs, à être considéré comme un homme privilégié, soumis à des règles de vie spéciales et impérieuses. Il fut l'élu auquel la divinité accordait un pouvoir particulier sur les esprits intermédiaires entre le Créateur et la création, et qui devait s'efforcer de tenir à l'abri de toutes les souillures l'étincelle divine qui habitait en lui. Par l'abstinence, par la continence, par un genre de vie plus ou moins ascétique, il se dégageait des liens de la chair, continuait à mériter la grâce que Dieu lui avait faite de le choisir entre les hommes, et à ce prix restait capable de commander aux esprits élémentaires. Cette pureté physique et morale était en même temps la plus sûre défense contre les embûches et les attaques des mauvais esprits.
Mais si le magicien a toujours été tenu pour un être privilégié et doué d'une puissance surhumaine, aucune forme de magie n'a cru qu'il puisse se passer pour exercer son sacerdoce de cérémonies qui furent toujours considérées comme indispensables au succès de ses opérations. Une telle prétention aurait semblé aussi absurde que celle d'un chimiste qui de nos jours voudrait procéder à une synthèse sans se conformer aux prescriptions d'un manuel de manipulation. Pour la magie dynamiste, l'opération ne pouvait réussir que si les lois de l'analogie étaient parfaitement observées, et un empirisme grossier ayant établi des relations de cause à effet entre certains actes ou gestes du magicien et certains événements, le cérémonial s'était chargé de détails dont la raison d'être semblait légitimée par une longue expérience. Ce cérémonial subsista partiellement, en vertu de la possession d'état, quand la magie s'adressa aux esprits, mais il s'enrichit de nouveaux éléments. De même que l'homme vivant en société observe dans les relations avec ses supérieurs une étiquette qui devient de plus en plus formaliste à mesure que la civilisation progresse, de même le magicien qui s'adresse aux esprits se conforme à un cérémonial d'autant plus obligatoire que la puissance des esprits est supérieure à celle des chefs les plus redoutables et que tous les détails de l'opération magique continuent à être regardés comme des actes d'une portée réelle et définie. Le rituel prend ainsi une importance de premier ordre. Le succès de l'opération ne dépend pas seulement de la prononciation correcte des noms des esprits, de la récitation impeccable des formules invocatrices ou imprécatoires, de l'exécution minutieuse des gestes consacrés. Il faut encore que ces moyens de contrainte soient employés dans un ordre fixe et à des moments déterminés. La connaissance des noms, signes et nombres et de toutes les prescriptions d'un rituel compliqué était indispensable au magicien. Il en résulte la nécessité d'un enseignement. Cette évolution de la magie a pour conséquence une diminution de la valeur personnelle du magicien, une augmentation de l'importance de ses connaissances techniques. Mais un rituel qui s'impose ainsi comme un fait devant lequel doit s'incliner l'arbitraire individuel ne peut subsister que par tradition, et les magiciens constituant une aristocratie jalouse de son monopole et peu disposée à révéler aux profanes les moyens de sa puissance, cette tradition est naturellement tenue secrète et seuls les initiés sont admis à la connaître. La science magique est donc au premier chef une disciplina arcani, moins encore pour ce qui touche ses théories et ses principes qu'en ce qui concerne ses procédés et ses recettes. Elle a été, à toutes les époques et chez tous les peuples connus, la science occulte par excellence. Je vous propose de terminer avec cette première partie aujourd'hui ici. Je vous dis à très bientôt pour la seconde partie, si ça vous intéresse. Merci, à très bientôt.